Et tous ces signes réunis, c'est signe d'une surpêche, c'est-à-dire qu'on pêche plus vite que les poissons eux-mêmes ne sont produits dans l'océan. Voilà, on peut dire, en fait, la morue, par exemple, la morue de Terre-Neuve, c'est un exemple hyper connu, en fait, je ne sais pas si vous connaissez. Elle a disparu quasiment à la fin du XXe siècle et sa pêche elle a été interdite totalement. Et son écosystème n'a quand même jamais pu se reconstruire, même aujourd'hui. Enfin, la morue de Terre-Neuve a quasiment totalement disparu, on ne la trouve qu'en élevage, donc l'aquaculture en fait, que je développerai dans un point après. Donc qu'est-ce que c'est, je viens de le dire. Il y a 8%, en fait je me suis basée sur un rapport, le rapport du FAO, c'est l'Organisation mondiale des Nations Unies sur tout ce qui est agriculture, alimentation. Ce rapport qui date de 2016, il estime qu'il y a 8% des stocks de poissons dans la mer qui sont totalement épuisés. Il y a 17% de ces stocks qui sont surexploités et 52% des stocks qui sont exploités à leur maximum. En Méditerranée, par exemple, on estime qu'il y a 60% des stocks de poissons qui sont pêchés à des niveaux biologiquement mondiaux. Quelques chiffres choquants, en fait, je vais vous expliquer ce que c'est. 93 millions de tonnes. C'est le nombre, c'est la quantité de poissons pêchés chaque année dans les océans et les mers du monde entier. Cette quantité, donc, elle stagne autour de 100 millions, en fait, même si, je l'ai déjà dit, les moyens de capture s'intensifient parce que, tout simplement, il n'y a plus rien à pêcher, et puis, même s'il y a plus de bateaux, il n'y a plus rien à pêcher. 20 kg, c'est la quantité de poissons en moyenne qu'on ingère par habitant de la planète chaque année, et en France, c'est 34 kg. Bon, après, on a un pays côtier, voilà, en plus, il y a quand même 40% de ce qu'on mange qui provient de l'aquaculture, ça ne vient pas que de la pêche en pleine mer. Mais c'est quand même non négligeable, 34 kg, si tout le monde mangeait ça, il y aurait encore moins de poissons dans l'océan. 5 millions, c'est le nombre de bateaux de pêche qui sillonnent les mers et les océans actuellement. Et en fait, 5 millions, ça paraît énorme, mais il y a un faible pourcentage de ces bateaux-là qui pêchent à eux seuls. Disons 90%, il doit y avoir 10% des bateaux qui pêchent 90% des ressources de poissons. En fait. Ils font vraiment concurrence aux petits bateaux de pêcheurs qu'on va trouver en Asie, en Afrique. C'est des énormes chalutiers qui terrassent les mers et les océans. 25%, c'est le nombre de poissons qui sont rejetés à la mer. En fait, quand les chalutiers y passent, ils utilisent des filets et sous les chalutiers de fond, ils prennent tout d'un coup. Et il n'y a pas de sélectivité, ce qui fait qu'il y a 25% des poissons qui sont pêchés qui sont rejetés morts à la mer, parce que ce n'est pas les poissons qui étaient vus au début. Voilà, j'espère que ces chiffres vous ont un peu parlé. Tout à l'heure, j'en parlais, les chalutiers, c'est les bateaux qui sont utilisés pour pêcher. Le chalut, c'est le filet qu'on va traîner à l'arrière du bateau. Il y a deux types de chalutiers. Il y a les chalutiers pélagiques et le chalutier de fond. Le chalutier pélagique, c'est juste que le filet, il n'est pas totalement au fond, il est entre la surface et le milieu. Donc celui-là, il fait des dégâts, mais quand même moins que le chalutier de fond, qui lui, en fait, il fait des terrasses sur son passage, et surtout, il ne fait pas de tri, il n'y a pas de sélectivité. Et c'est celui-là qui est utilisé en majorité dans le monde entier. En France, dans l'Union européenne, les chalutiers de fond ont été interdits à moins de 800 mètres, mais ça c'était il y a 2 ans. Donc voilà, il y a des écologistes qui sont battus pour que ce soit mis en vigueur, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et j'ai lu pas mal de trucs aussi sur la pêche au mercure, que je trouvais, je ne savais pas qu'elle existait. La pêche au mercure, ça sert à introduire des poissons, et en fait, comme ça on les pêche plus facilement. Après, bon, il y a de la pêche à l'explosif, mais ça ça existe, mais je vais pas en parler ici. Ça existe pas en France, ça existe en Afrique, en Asie du Sud-Est. Que dire d'autre? L'aquaculture. L'aquaculture, je le disais, il y a 40% de la production mondiale de poissons en fait, qui sont mangés, qui sont issus de l'aquaculture. L'aquaculture, il y a beaucoup de gens qui voient ça comme une solution pour la sécurité alimentaire, parce qu'en effet, on peut gérer les stocks. Et par contre, en fait, il y a d'autres, évidemment, il y a des inconvénients. Les inconvénients, d'une part, c'est que ça a des impacts sociaux négatifs, dans le sens où, par exemple, dans l'aquaculture, il y a des poissons qui ont besoin d'être nourris. Et ces poissons, ces gros poissons prédateurs, ça peut être le colon Alaska, ça va être des gros poissons comme je vais trop réviser, donc le colon Alaska ou le saumon, etc. Qui vont devoir être nourris par des petits poissons en fait, qui vont être réduits, eux, en farine et en huile de poisson. Et donc, en fait, 25% de ce qui est pêché dans les océans, c'est réduit en farine et qui va alimenter les gros poissons de bassin de bac et d'aquaculture. Par ailleurs, c'est pas forcément une sécurité alimentaire de ce point de vue-là, et il faut savoir qu'en Union européenne, tout ce qu'on
enfin, les 50% de ce qu'on mange qui est importé d'Afrique et d'Asie du Sud-Est. En fait, on vole entre guillemets les ressources des pays et des pêcheurs qui pourraient avoir besoin et qui reposent économiquement sur ce point pour leur travail, pour leur réalisation, pour nourrir leur famille, etc. L'aspect économique, c'est un point que je développerai dans une autre partie. Sinon, pour l'agriculture, quels pays sont les principaux acteurs de l'agriculture? C'est la Chine en premier rang. Et après, ça va être le Vietnam en deuxième rang. Un exportateur hyper important aussi, c'est la Norvège. Tout ce qui est pays du Nord, ils consomment énormément de poissons. Et comment y remédier? Ça, c'est important. On n'arrête pas de parler de catastrophe, encore une de plus. Enfin, ça l'habitude, on en a marre. On ne sait pas comment faire dans notre quotidien pour changer tout ça. Donc là, c'est des petites solutions qu'on vous propose. C'est quand on achète du poisson, notamment du thon en boîte, consommé par les étudiants, qu'est-ce qu'on peut faire en regardant la boîte de thon qu'on achète? Il y a des certifications ASC et MSC qui indiquent que ce poisson a été pêché via une pêche durable, une pêche qui est plus éthique. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre aussi? C'est adapter nos consommations, c'est tout simplement manger moins de poissons ou alors varier nos menus. Je l'ai dit, en France, on consomme particulièrement du plein d'aspects et du saumon. Et sinon, il y a Greenpeace qui est proposé un plan d'action, donc c'est assez radical, ce serait de dire ok, il y a 40% des océans qui seraient sous protection, enfin réserve naturelle, et il y a 60% d'autres qui devraient être exploités avec une pêche dite durable, c'est-à-dire en respectant les périodes de reproduction des poissons, en respectant, de manière à ce qu'on ne pêche pas plus vite que les poissons sont reproduits. Et voilà, ce que je vous ai mis en tout petit, vous n'avez sûrement pas allé ici, c'est les pays qui pêchent le plus de poissons ici, en pleine mer. C'est donc la Chine, l'Inde, le Bangladesh, le Cambodge. Et ici, c'est un petit peu les poissons qui sont victimes de surpêche, comme le thon ici. Il y a l'anchois. Et oui, important aussi, quand vous achetez du thon, il y a deux thons en fait qui sont en vente souvent sur le marché. Il y a le thon albacore et le thon, excusez-moi, bref, le thon albacore, en gros, c'est celui qui est vraiment, c'est celui qui est le plus victime de surpêche. Il faut essayer de, si vous voyez thon albacore sur une boîte, il ne faut pas acheter, il faut acheter des thons qui ne sont pas thon albacore. Et voilà, j'espère que vous avez des petits gestes au quotidien pour vous sentir moins coupable là-dedans. Et je laisse Philippe Simon parler un petit peu de tout ce qui va être pollution des océans, là plutôt tournée hydrocarbures, cyanure des océans. Merci. Bon, merci beaucoup pour cet exposé sur les problèmes de la surpêche. On verra après quelles sont les solutions à la surpêche. Effectivement, là, on nous a donné quelques bonnes approches déjà. Comment y remédier, donc les lois, etc. On en parlera. Là, je vais vous parler de pollution. Pollution, aujourd'hui, vous avez trois types de pollution. La première pollution, c'est la pollution par les plastiques. On en parle beaucoup. Ce sont 8 millions de tonnes de plastique qui sont déversées chaque année dans l'océan. Ces tonnes de plastique proviennent de la Terre. C'est clair, on ne produit pas ou très peu de plastique de l'océan, sauf quelques bateaux de croisière qui reflètent des déchets. Mais tout ce que vous rejetez dans vos rivières finit un jour ou l'autre par arriver à la mer. Et si vous avez regardé Antenne 2 hier soir, vous aviez un petit documentaire justement qui finissait le journal et qui vous montrait l'Ifremer qui en ce moment balade un robot qui s'appelle Victor sur des canyons sous-marins à 2800 mètres de fond. Et vous avez gentiment un fond qui est une poubelle. Mais vraiment une poubelle, c'est-à-dire que vous n'avez pas 1 mètre carré sans qu'il y ait un déchet dedans. C'est une véritable horreur. Pourquoi? Parce que durant des siècles, on a considéré que la mer, c'était notre poubelle. Tant qu'on était quelques centaines de millions sur la planète, ce n'était pas un souci. Aujourd'hui, avec 7,5 milliards d'habitants, là, ça devient absolument une catastrophe. Et c'est une catastrophe parce que les déchets qu'on verse dans la mer ne sont plus difficilement des déchets qui vont se dégrader. Quand les Romains versaient des déchets dans la mer, c'était des déchets en bois, des choses de ce type-là. Il n'y avait pas trop de soucis quelques dizaines d'années, et puis ça finissait par se dégrader.
ou même si ça pourrissait, c'était pas trop grave. Aujourd'hui, quand vous mettez un plastique en mer, c'est à peu près 400 ans avant que ça se dégrade. Alors, aujourd'hui, on parle de continents de plastique. Il faut savoir que ces continents de plastique, ce qu'on a appelé le 7e continent, ces espèces de grands îles, de vortex qui concentrent, où les courants marins concentrent des effets de plastique, représentent 1% de la pollution par le plastique des océans. 1%. 99% sont tombés sur le fond. Donc ça, c'est un réel souci, parce que vous n'avez pas que des poissons qui vivent comme ça, à proximité de la surface, mais vous avez aussi beaucoup de monde qui a besoin pour vivre, de vivre au fond. Et au fond, maintenant, c'est devenu un truc qui est tapissé de plastique. Ces plastiques qui sont en surface, et que vous arrivez à voir, justement, dans ces grands vortex, dans ce qu'on appelle ces grands gyres, 7e continent, c'est ce qu'on va appeler des macro-déchets. Donc ces macro-déchets, c'est la bouteille d'eau minérale. Je fais en ce moment des croisières d'entraînement pour l'expédition en Méditerranée. Méditerranée, vous savez sans doute, c'est la mer la plus polluée du monde. En Grèce, en mer Ionienne et dans le golfe de Corinthe, vous ne passez pas une journée sans derrière rencontrer plein de plastique à la surface. En pensant à chaque fois que vous voyez la bouteille d'eau minérale qui flotte, qu'il y en a 100 qui sont sur le fond. Donc c'est la bouteille d'eau minérale, c'est le bidon d'huile à moitié plein. Par chance, il est fermé encore par un bouchon. Il faut savoir que le jour où il aura tapé un rocher ou deux, forcément il sera explosé. Ce sont les plaques de polyuréthane, de polystyrène. Donc ça c'est très sympa. Les mouettes par exemple se posent dessus et elles picorent du polystyrène. C'est absolument génial. En plus ça se fragmente bien, c'est sympa. Ça se mange bien. Vous voyez aussi dans les plaques de polystyrène des empreintes des dents de poisson aussi. Donc le problème c'est qu'ils ont du mal à digérer. Donc tout ça finit par bloquer leur système digestif et ils meurent gentiment de faim. Donc ça va concerner à la fois les oiseaux de mer, les poissons, mais bien sûr aussi les cétacés. Vous entendez régulièrement parler aujourd'hui de couples de cachalots échoués en mer Baltique ou ailleurs. À l'autopsie, on découvre que leurs ventres sont pleins de déchets plastiques de tout genre. Et bien sûr, ils finissent par mourir tout bonnement de faim, simplement parce qu'ils ne peuvent plus se nourrir. Donc, le problème de la pollution par les plastiques, c'est vraiment un truc qui est terrifiant. Je vais rapidement, justement, puisque j'en parler des solutions du plastique et de leurs limites. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui se penchent sur la pollution par les plastiques. Il y a un jeune homme, par exemple, qui a décidé de monter des filets. Des filets qui font quelques mètres de profondeur, qui flottent à la surface, et qui vont arriver avec les courants à capturer les déchets, mais ceux qui flottent à la surface, bien sûr, et ceux qui sont suffisamment gros pour se prendre dans les filets plastiques. Il est arrivé à trouver des bateaux aujourd'hui pour mettre en place ces filets, mais le problème, c'est que c'est un tout petit pan de l'iceberg. En effet, ces gros déchets plastiques vont s'entrechoquer par la force des courants, notamment dans ce 7e continent. En s'entrechoquant, ils vont se disloquer, fournir des micro-déchets, c'est-à-dire des déchets d'à peu près entre 5 mm et 10 mm de diamètre. Ce sont les plus dangereux pour les poissons parce qu'ils ressemblent beaucoup à leur proie. Donc derrière, les poissons courent après et les avalent. Et après, en continuant à s'entrechoquer de plus en plus, ça va devenir des nanodéchets. Bien sûr, les nanodéchets, il n'est plus question d'arriver à les capturer avec des filets. Il faudrait aujourd'hui tamiser l'océan. Donc il y a 500 milliards de particules de plastique qui se baladent dans l'océan aujourd'hui. Ça, c'est un réel souci. Si vous entrechoquez encore de plus en plus ces déchets, il arrive à un moment où ils sont volatiles. Et aujourd'hui, des études qui ont été conduites cette année montrent que dans des lacs de haute montagne, dans l'eau de lacs de haute montagne, vous retrouvez des particules de plastique et de microfibres. Comme ils sont dans des lacs de haute montagne au-dessus desquels il n'y a rien, forcément c'est que l'air les a amenés. Et la deuxième mauvaise nouvelle que je peux vous apprendre ce soir, c'est qu'aujourd'hui, nous respirons tous du plastique, sans nous en rendre compte. Parce que ce ne sont pas ce qui flotte dans l'air, bien sûr, ce ne sont pas des bouteilles d'eau minérale.
Donc on ne les voit pas, mais on les respire quand même. Donc le plastique, c'est vraiment un gros souci. Après, vous avez les hydrocarbures. Les hydrocarbures, ce sont bien sûr toutes les marées noires, etc. Et ça, il s'en produit chaque année énormément dans le monde. On ne parle que des plus grosses, on parle que de celles qui sont proches de nous. Nous, on n'est pas à l'abri du tout. Je ne sais pas si vous avez vu cet été, il y a un ferry qui est arrivé à télescoper un cargo. C'est extraordinaire pour ça. Et quand vous voyez les photos, ils sont télescopés comme ça, à angle droit. Bon, il faut quand même le faire. Vous avez une réglementation internationale qui s'appelle le RIPA, le Règlement international pour la prévention des abordages en mer, dont la première règle, c'est voir. Donc en permanence, on a l'obligation sur un bateau qu'il y ait quelqu'un qui surveille. Et non seulement on a l'obligation d'avoir quelqu'un qui surveille physiquement, qui ne dorme pas, qui ne joue pas la belote, mais en plus on a des aides comme des radars, des détections qui sonnent avec une alarme, qui sonne s'il y a quelque chose qui s'approche, de métallique, comme un cargo par exemple. Vous avez des substituts qui s'appellent des merveilles. Vous avez un AIS, Automatic Identification System. C'est là aussi, à chaque fois qu'il y a un bateau qui émet un signal, c'est un type de transpondeur, forcément, ça vous alerte, bling, bling, etc. Et malgré ça, vous avez des bateaux comme ça qui restent télescopés. Et bien sûr, derrière, vous avez des cales qui sont ouvertes, des réservoirs de carburant qui sont ouverts, etc. Bon. C'est pas bon du tout pour les poissons. Vous avez des conneries beaucoup plus perverses. Ce sont les huiles solaires. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Aujourd'hui, vous avez des lagons dans lesquels la biodiversité marine est en danger, simplement parce qu'il y a un film d'huile solaire qui vient des touristes et qui recouvre les eaux du lagon. Et derrière, bien sûr, qui filtre les UV, etc. Ça, c'est des problèmes de pollution, donc hydrocarbures, plastique, etc. Quand vous polluez la mer et quand vous supprimez la biodiversité marine, vous allez avoir des effets économiques, effets politiques, dont on va parler après. Autre problème, les problèmes de l'océan d'une part, problème du climat d'autre part. Les problèmes liés au climat sont de plusieurs types. Le premier problème, c'est ce qu'on appelle la cyclovénèse. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans vos cours. La cyclovénèse, ça vous dit quelque chose? Non. Alors, un cyclone, c'est une machine de Carnot, pour ceux qui ont fait un peu de thermodynamique. C'est une machine de Carnot qui transforme un échange de température en énergie cinétique. Ça se produit comment? Il faut qu'à la base, vous ayez une colonne d'eau dans l'océan de 50 mètres à au moins 26 degrés. Si vous n'avez pas ça, ça ne peut pas fonctionner. Vous ne pouvez pas avoir de cyclone en mer de Norvège aujourd'hui, c'est pas possible. C'est un échange de se faire entre cette colonne d'eau de 26 degrés sur 50 mètres de haut et la troposphère qui, elle, reste froide. Cet échange de chaleur se met en mouvement ascendant, simplement par l'échange de chaleur, et en mouvement rotatif par les forces de Coriolis. Forces de Coriolis qui sont nulles à l'équateur, ce qui veut dire qu'à l'équateur, vous ne pouvez pas avoir de cyclone non plus. Vous pouvez trouver entre 30 degrés et 10 degrés de latitude, des deux côtés de l'équateur. Ces cyclones, ils agissent de deux façons. Si vous avez des cyclones de force 4, avec des vents de 240 km/h, là, ça va détruire, ça va enlever les toitures, ça va faire s'envoler les camions, ça va détruire les récoltes, des choses comme ça. Et puis si vous avez un cyclone, je pense à une nouveauté qui vient de sortir cette année, vous avez entendu parler du cyclone Florence. Il y a quelque chose de Florence, donc, qui est passé début octobre aux États-Unis. Lui, c'est un cyclone un peu spécial, force 1, des vents relativement faibles, 130 km/h, des choses comme ça. Simplement, c'était un cyclone très lent. Un cyclone très lent, avançant à 4,5 km/h. Une vitesse qu'on veut marcher au pas. Et le problème, c'est que ce cyclone marchant au pas faisait 450 km de diamètre lorsqu'il a abordé les côtes des États-Unis. Donc les vents 130 km/h, vous y résistez. Par contre, avec ce cyclone, vous avez des précipitations. Parce que forcément, quand vous avez la vapeur d'eau de l'océan qui s'élève de la troposphère, au bout d'un moment, ça refroidit, et quand c'est suffisamment froid, ça condense et ça vous retombe sur la figure. Donc vous imaginez le gars qui a levé la tête, il a vu le cyclone arriver,
il a eu ça durant 100 heures. 450 km divisé par 4,5 km/h. D'où des inondations. On s'est arrivé à tel point qu'aujourd'hui, à Miami, le rêve des gens, c'était de s'acheter pour à peu près 1 million d'euros un petit bungalow avec une pelouse descendant sur l'eau, le ponton au bout de la pelouse et son petit bateau sur le ponton. Aujourd'hui, leur rêve, c'est de trouver un acheteur. Pourquoi? Parce que 15 jours, alors quand Florence arrive et qu'ils sont inondés durant 15 jours, bah, il faut refaire toute la peinture du salon. Mais 15 jours après, vous avez Michael qui arrive, et Michael arrive, alors lui il passe beaucoup plus vite parce que c'est des vents de 240 km/h, mais il lève ce qu'on appelle une vague de tempête, qui fait à peu près 4,5 mètres de haut, et qui rentre à nouveau dans le salon. Donc ils en ont marre tous les 15 jours de reprendre le salon. Aujourd'hui, ils cherchent des acheteurs, excusez-moi. Les maisons en bord de mer à Miami ont perdu en l'espace de 3 ans le tiers de leur valeur. Donc vous avez des gens qui se retrouvent très ennuyés parce qu'ils ont des crédits, des trucs comme ça, qu'ils n'arrivent plus à payer, des choses comme ça. Vous avez, je pense, aux Philippines, un cyclone qui s'appelle Mangkhut. Donc lui, il est arrivé avec des vents de 300 km/h, ça a complètement dévasté l'île de Lançon, au nord des Philippines. Là, c'est des récoltes qui sont foutues en l'air. À Hong Kong, ils ont eu de la chance. Quand Mangkhut est arrivé, il était redescendu grosso modo à force 4, donc 240 km/h. Vous avez vu à la télé